Bonjour tout le monde. Euh, alors, je regarde. On a une petite audience, donc on va pouvoir commencer directement. Le but de cette session, c'est vraiment de regarder un petit peu l'impact que peuvent avoir certaines vulnérabilités, mais aussi la facilité pour certains attaquants d'utiliser ces vulnérabilités. Donc, j'ai quelques slides pour un petit peu appuyer la présentation aujourd'hui, mais voilà, on va commencer directement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans le chat. Je garde un œil sur le chat pour répondre aux questions au fur et à mesure. Mais sinon, on va pouvoir commencer directement. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Philippe. Je suis un Solution Engineer à Snyk et ça fait environ 2 ans maintenant que je suis à Snyk. Et en 2 ans, la plateforme a énormément évolué. Je pense que certains d'entre vous dans l'audience sont familiers avec le produit. Mais voilà, je dis produit, c'est en fait plutôt une plateforme. Euh, mais voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est principalement faire une démonstration technique, répondre aux questions et quelque part avoir un éveil de la part de la sécurité. Donc, Stranger Danger, c'est vraiment ce qu'on nous disait quand on était petit, du moins ce que me disait ma maman. Ne parle pas aux étrangers à la sortie de l'école. Ici, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau des dépendances, ou du moins d'une application. Donc, si on regarde un petit peu la transformation numérique, ou du moins la transformation digitale qui a été opérée à travers la dernière décennie, je dirais, on est passé d'une époque où un développeur écrivait principalement son application propriétaire, il écrivait son propre code, parfois utilisait du code open source, et aujourd'hui, le développeur utilise beaucoup plus de, de cette disponibilité en extérieur, que ça soit des dépendances open source, mais aussi de plus en plus du container et également de l'infrastructure en tant que code. Et cette responsabilité maintenant est vraiment poussée vers le développeur, ce qui veut dire aussi que il y a maintenant une demande ou en tout cas une sensibilisation à faire au niveau du développeur pour le dire attention, certaines des décisions qu'on va prendre au moment du développement peuvent avoir un impact en sécurité une fois qu'on est déployé. C'est plus uniquement un problème IT, ça devient aussi un problème de développement puisque le développeur, quand il crée la vulnérabilité, intrinsèquement, il devient aussi la personne qui va pouvoir répondre à ce problème. Donc, si jamais j'ai une vulnérabilité qui est introduite, ça va être une action par le développeur pour corriger cette vulnérabilité. Donc, ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le, pour me donner le ton. Et à partir de là, maintenant, si on regarde peut-être un peu plus en détail sur une application, puisqu'on peut se poser la question, la sécurité informatique, très bien, les dépendances, ok, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment difficile? Euh, Là, ça quelque part ouvre un nouveau risque au niveau du profil, puisque, comme je disais, à l'époque, on faisait notre code propriétaire. Ça, c'est ce qu'on a exposé tous les jours hein, dans nos IDE, euh, dans les commits qu'on fait avec nos repositories. Tout est dans un endroit centralisé. Mais ce qu'on se rend pas toujours compte, c'est que les dépendances qu'on va utiliser représentent entre 80 et 90% du code source d'une application. Euh, Tout simplement parce que ben voilà, moi je vais faire une demande pour une dépendance, disons Spring Boot. Spring va avoir d'autres dépendances, ces dépendances ont des dépendances, et tout ça c'est du code qui va au final être packagé dans mon application. Donc si ma dépendance n'est pas sécurisée, si jamais il y a une vulnérabilité à l'intérieur, mon application devient susceptible pour cette vulnérabilité. Donc ça c'est un des éléments. Ensuite il y a vraiment tout l'aspect container. À quel point est-ce que ma base container est solide? Est-ce que j'ai une vulnérabilité du genre Heartbleed ou d'autres vulnérabilités dans mon conteneur qui peuvent être exploitées. Et ensuite, comme je disais, toute cette partie infrastructure as code, où là, ben, par exemple, euh, un serveur S3 sur Amazon qui n'est pas encrypté ou qui est ouvert à l'extérieur, ben, c'est une simple erreur de configuration, mais ça peut avoir un impact. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on se situe. Aujourd'hui, moi, les vulnérabilités que je vais montrer vont vraiment se situer dans cette couche open source parce que bon, bah, ce sont des vulnérabilités qui sont assez intéressantes à regarder
et encore assez facile à démontrer dans une session courte comme aujourd'hui. Donc voilà. À partir de là, ouais, ok. Après, bon, finalement, notre code direct, il y a là différents risques. Donc, deux vulnérabilités qu'on va regarder. La première, ça va être dans une application Java. Ça va se baser sur une vulnérabilité dans Apache Struts. Bon, la vulnérabilité n'est pas toute récente, mais ça, c'est pas entièrement important. L'idée ici, c'est vraiment de montrer à quel point il peut être facile, une fois qu'on a un exploit qui est mature, quelque chose qui est connu, à quel point ça va être facile de l'exploiter et d'aller chercher de l'information derrière. Et ça, c'est, pour la petite anecdote, la vulnérabilité qui était derrière Equifax. Donc, Equifax a eu un data breach et ça a fait la une des journaux il y a quelques années. Voilà, c'est la même vulnérabilité. On a juste repackagé ça dans une différente application pour la démo, mais c'est le même concept. Donc ça, c'est démonstration numéro 1. La deuxième que je vais faire, ça va être dans un projet en Node, un projet Node.js qui utilise ST, qui est une librairie pour accéder à des fichiers statiques. Et là, on va pouvoir utiliser un directory traversal qui va nous ouvrir des portes et on va voir ça dans un instant. Donc, juste avant de passer dans une partie hacking, mais je vous promets, on va faire du hack dans 2 minutes. La leçon avec Equifax et pourquoi au final cette session-ci est importante, c'est parce qu'on a commencé, ou du moins Equifax, la vulnérabilité a été notifiée mi-février en 2017 et il leur a fallu 2 semaines pour fournir un fixe. Donc c'est assez responsive. Enfin, ils sont assez réactifs, donc ça c'est plutôt pas mal de leur côté. Le problème, c'est que un exploit pour exploiter ça est rendu disponible le lendemain. Donc là, maintenant, on arrive dans une situation où une attaque est possible et on voit qu'en 1 ou 2 semaines, il y a vraiment une grande explosion en termes d'attaque et en termes d'attaque journalière, tout simplement parce qu'une fois qu'un exploit est mis disponible, ça devient extrêmement facile d'attaquer une vulnérabilité. Donc ça, c'est un petit peu là qu'on commence. Et c'est un petit peu ça. Donc là, il y a forcément des leçons à apprendre, hein. La première, c'est de faire la détection rapidement, donc en amont, réagir de manière rapide, donc avoir des processus qui nous permettent d'être réactifs. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui est cette shift left, etc. On va revenir là-dessus. Et ensuite, c'est pouvoir faire ça à l'échelle, puisque Equifax, c'est un des exemples. Mais pour chaque Equifax, il y a une centaine d'autres vulnérabilités qui suivent la même trajectoire. Et il faut pouvoir il faut pouvoir suivre chacune de ces vulnérabilités, histoire d'être sûr de ne pas être exposé plus en détail. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma petite intro qui nous explique un petit peu pourquoi est-ce que ça devient intéressant. Mais là, je pense que il faut se réveiller un petit peu et donc on va faire un hack. Et là, pour commencer, on va regarder directement mon application exemple. Donc j'ai ça ici en local. Voilà. Je vais faire un petit compte pour m'enregistrer. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Philippe. Parfait. Voilà. Maintenant, vous avez mon email. Donc s'il y avait des questions, on peut m'envoyer ça. Mon password est super secure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et là maintenant, voilà. Je suis dans l'application. Il n'y a pas de problème. Je suis maintenant enregistré et il y a ici, voilà, c'est une to-do list, donc je peux créer un nouveau to-do, c'est pas du tout le problème. Mais ce qui est intéressant, si je vais peut-être dans la page About ici, c'est quelques informations. Donc ça, c'est typiquement pas ce que vous trouverez dans vos applications, hein, ça on l'entend bien. Mais voilà, l'idée ici, c'est on utilise Struts, cette version est vulnérable, et donc maintenant, je vais pouvoir exploiter cette vulnérabilité directement contre l'application. Donc pour faire ça, très simple, je vais aller dans mon terminal. Et ici, maintenant, ce que je dois faire, donc j'ai une liste d'exploits que je peux exploiter. Mais ici, si je commence par regarder, voilà, si je regarde à mon header, ce qui est vraiment comment je vais moi exploiter la vulnérabilité, puisque Struts2, ou du moins cette vulnérabilité pour exécuter un code à distance, ça se base sur le fait que le content type, donc qui va être un des headers de ma requête, n'est pas processé de manière correcte. Donc ici, j'ai une parenthèse.
ou une accolade. Cette accolade rend le content type illégal et donc ça va générer une exception. Cette exception va ensuite être processée par OGNL et OGNL, tout simplement, va interpréter les strings avec des accolades. Donc à partir de là, moi je peux construire une requête. Donc ça, c'est pas forcément piquer des vers. Moi, je veux pas dire que c'est facile à mettre ensemble, mais voilà, j'ai un exploit, c'est exploitable, et donc maintenant ça devient extrêmement facile pour moi puisque ici, ce qui va se passer, c'est que je vais instancier un processus Java. Donc voilà, ici, j'ai instancié un processus Java qui va exécuter une commande. Cette commande, c'est d'exécuter bash, et dans bash, je vais lui demander d'exécuter une commande avec un argument, et cet argument ici, je l'ai défini avec un placeholder ici que je vais appeler commande. Et ça me permet d'exploiter la vulnérabilité de manière extrêmement facile, puisque maintenant, je vais simplement pouvoir venir ici, récupérer mon header, aller contre mon host, et je vais ici pouvoir remplacer ma commande, qu'on voit ici comment, avec une autre subcommande. Et donc, par exemple, ici, env, qui va me donner les variables d'environnement. Donc maintenant, si j'exécute ça, eh bien, très simplement, voilà. Ici, j'ai ma variable d'environnement qui revient. Si jamais j'ai des clés d'API, ça va être disponible ici dans mon environnement. Si jamais j'ai des tokens d'accès, etc., certaines configurations, tout ça, ça va être disponible. Je vois directement où est mon chemin Java, mais aussi où est mon projet. Voilà. Donc j'ai ça ici, ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir aller dans ce dossier, extraire certains fichiers et commencer à voler de l'information et à partir de là, construire un profil dans le projet. Donc, si jamais maintenant je me dis, OK, environnement, c'est sympathique, mais c'est peut-être pas le plus utile, quelque chose comme c'est quoi le fichier exact? Alors, j'ai cet exemple-là sous la main. Voilà. Donc, je crois que je l'ai bien tapé. Voilà. Comme ça. Non, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, voilà. Il faut évidemment faire un escape. OK, bon, j'ai fait une typo, mais voilà. L'idée ici, c'est de pouvoir aller chercher ce fichier. Donc forcément, on va y arriver. Voilà. On commence à la racine. OK, donc ici, là, mon host ne me permet pas d'accéder au fichier, mais voilà, si le fichier est accessible, je vais pouvoir avoir de l'accès. Donc, à partir de là, on se rend bien compte de la facilité d'exploitation. Si jamais j'ai besoin à partir d'ici, la question qu'on va se poser, c'est de se dire, OK, ça, c'est exploitable, c'est facile. Comment on va se protéger? Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler une vulnérabilité comme celle-ci? Eh bien là, c'est assez simple. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est d'utiliser une application comme Snyk qui va me permettre de scanner mes projets. Donc là ici, ce projet, moi je l'ai déjà scanné, hein, donc je vais pouvoir aller directement ici récupérer les résultats. Je vois que j'ai mon projet. Bon, Snyk, c'est une plateforme, donc on fait plus que les dépendances, hein, comme je disais, il y a ces différentes couches. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va aller ici directement dans la solution. Donc j'avais un remote code execution, voilà, ici. On voit que c'est effectivement à partir de struts 2. Bon, après, j'ai plus d'informations, mais voilà, l'idée, c'est de comprendre d'où ça vient. J'ai ici une remédiation, une action de remédiation qui me dit, ben, on va changer la version de struts 2 de 2.3.20 à 2.3.35. Et voilà, ici, je vois même que l'exploit est mature. Donc ça, c'est l'information que Snyk va me fournir en plus pour me dire que ça, c'est peut-être une vulnérabilité à laquelle il faudrait que je me concentre un peu plus. Et donc voilà, ici, j'ai une remédiation. Donc on va pouvoir mettre ça en action. Assez facile, hein. Je vais pouvoir tout simplement reprendre ce folder. J'ai ici un POM file qui représente la liste de mes dépendances. Et dans cette liste de dépendances, j'ai ici cette propriété qui va être utilisée plus tard, hein, pour la version de struts 2.3.20. On avait dit 2.3.35. Voilà, clac, je vais sauver. À partir d'ici, je vais pouvoir reconstruire mon application. Donc moi, j'ai ça dans un container. Donc je vais tout simplement pouvoir reconstruire mon container. Donc voilà.
dans une version fixe. Donc là, je vais vous demander de me faire confiance pour un gain de temps. Donc cette version existe. Quoique, c'est pas très long, je vais peut-être même pouvoir le reconstruire directement. Ah oui, voilà. Voilà. Si je suis dans le bon fichier, ça va, dans le bon dossier, ça passera mieux. Donc là, je vais pouvoir reconstruire mon application. On va ensuite pouvoir la redéployer. Et là, on va se rendre compte que la vulnérabilité qu'on essaie d'exploiter n'est plus disponible. Donc ça, c'est relativement facile à fixer puisque c'est tout simplement un changement de version à utiliser, ce qui est une action qui est encore assez facile pour un développeur à mettre en place. Si c'était une vulnérabilité que j'avais créée par moi-même, il y aurait d'autres actions que j'aurais pu mettre en place. Mais ici, pour un problème de dépendance, on a une approche qui est assez standard. Donc voilà, mon application ici est complète. Je vais pouvoir déployer ma version avec le fixe. Voilà. Pendant que ça tourne, je vais aller me préparer et retourner dans le même repo. Voilà, retourner là où il y avait les exploits, comme ça je peux me repréparer pour ma requête. Donc voilà, donc ça c'était la même qu'avant. Je vais prendre celle avec l'environnement, tout simplement puisque on avait eu un bon résultat la dernière fois. Voilà, l'application ici est prête. Je vais pouvoir valider ça avec un refresh. Donc voilà, je suis de nouveau opérationnel, donc ça c'est pas de problème. Et donc maintenant ici, si j'essaye d'exploiter cette vulnérabilité à nouveau, ce qui se passe, c'est que voilà, maintenant je reçois une erreur, ce qui est déjà beaucoup plus aligné avec le comportement attendu. Et si je regarde, eh bien effectivement, il y a un stress problème. Voilà, c'est une exception qui n'est pas gérée. Donc j'ai une erreur ici que je peux capturer, mais en tout cas, cette vulnérabilité que j'exploitais précédemment, maintenant elle n'est plus exploitable, tout simplement puisque je suis passé sur une version qui est protégée. Si jamais je voulais regarder une différence ou une différente application, parce que je vous avais promis deux hacks, ça c'est pas un problème. Je vais pouvoir terminer ce container. Je vais démarrer un deuxième sur le deuxième écran que j'ai. Donc ça c'est pas visible pour vous, mais c'est ce qui se passe en arrière-plan. Et là ici, je vais pouvoir venir utiliser une différente application avec le même principe. Donc voilà, donc c'est un deuxième to-do, le même principe, mais voilà, ma deuxième vulnérabilité, si on se rappelle, je vous avais promis un remote code execution, donc ça c'est ce qui me permet d'utiliser les commandes bash. Hein. Maintenant, on va regarder un directory traversal, et même si celle-là ne nous paraît pas forcément impactante, parce qu'un directory traversal, au final, c'est jamais qu'une session qui nous permet, enfin c'est jamais qu'une vulnérabilité qui nous permet d'accéder à un dossier dans lequel on n'aurait pas normalement le droit de traverser, hein. Mais ça va nous permettre de capturer pas mal d'informations. Donc ici, par exemple, voilà, je peux décider d'acheter des fleurs pour mon épouse, voilà. Donc ça, c'est dans ma to-do list, elle sera contente. Mais voilà, si je veux exploiter une vulnérabilité ici, eh bien, c'est un directory traversal. J'ai une about page sur laquelle, voilà. Ici, j'ai une page about, et c'est à partir d'ici, on va pouvoir commencer à exploiter la vulnérabilité. Donc, directory traversal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'être dans public, je vais pouvoir dire, bah non, moi, je vais remonter un dossier plus haut, deux dossiers plus haut, trois dossiers plus haut, et si jamais je remonte 20 dossiers, au final, je vais jamais me retrouver qu'à la racine du projet. Et là, je pourrai accéder à une autre page. Donc, allons voir ce qui se cache à cet endroit-là. Clac, j'envoie ça, je me fais rediriger vers ma page d'intro, tout simplement puisque ST, la librairie avec une vulnérabilité derrière ici, reconnaît la requête, comprend ça et me redirige vers là où je devrais être. L'astuce, c'est que cette version d'ST, elle est susceptible à certains encodages. Donc, si jamais j'encode, non pas mes points, mais si j'encode mon slash, donc ça va être pourcentage de E, non, c'est pourcentage de F. Voilà, et à partir de là, je remets deux autres points. J'ai pas besoin de ça. Voilà, ici on se rend compte que voilà, on remonte à une racine, j'ai un dossier, et là je vais pouvoir commencer à me balader.
Et ici, ça devient beaucoup plus intéressant puisque j'ai non seulement un package JSON qui va me donner l'ensemble de mes dépendances. Donc là, maintenant, j'ai un accès complet au code de mon application, puisque c'est une application Node. Mais j'ai aussi accès à mon Dockerfile. Donc là, si jamais j'avais des credentials ou n'importe quoi, ça devient accessible. J'ai accès à mon application en tant que telle, donc je vais pouvoir aller voir le code, pareil, un peu comme la fois d'avant. Mais si je reviens peut-être sur le package JSON, ce que j'ai ici, ça va être d'autres dépendances, y compris leur version. Donc là, par exemple, j'ai Marked avec une version 0.3.5. Et là, si je me dis, OK, est-ce qu'il y a une vulnérabilité que je pourrais exploiter? Bien sûr. J'ai un site comme notre base de données ici dans SneakVuln, où en alternative, je pourrais aussi utiliser Sneak Advisor éventuellement. Voilà. Et là, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, OK, je sais que cette application utilise Marked. Donc, on va aller voir ce qui se cache dans Marked. OK, c'est ce package-ci, pas de problème. Tout ça, ça a l'air très bien dans ces versions-ci, dans les dernières. Maintenant, si je vais voir toutes les versions, puisque ce qu'on utilisait nous, c'était une version assez ancienne, 0.3.5. Qu'est-ce qui se cache dans cette version? Eh bien, ici, on va voir que 0.3.5, typiquement, on a ici un paquet de vulnérabilités qu'on va pouvoir utiliser, donc potentiellement un cross-site scripting. Donc, je vais pouvoir utiliser ma propre modale qui va rediriger l'utilisateur. Donc là, je vais pouvoir faire du vol d'informations. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Ou je peux même faire un déni de service avec une expression régulière. Ça, c'est une autre façon. Et donc, celle-là, par exemple, je vais pas la montrer en détail, mais celle-là, par exemple, ce serait tout simplement ici, si je mets une regex, je peux rendre le site indisponible pour environ 5-10 secondes quand je fais une démo en général. Mais on peut très vite imaginer avoir ça pour une demi-heure ou une heure ou même un peu plus longtemps. Et là, directement, eh bien, il y a une incapacité du service. On se rend tout de suite compte du potentiel de l'information. Et ça, je peux le faire très simplement puisque avec ma directory traversale, j'ai extrait cette information extrêmement facilement. Il y a des scanners qui existent pour permettre de détecter si ces vulnérabilités existent sur des sites de manière générique, donc des scanners. Mais ici également, euh, comme pour notre vulnérabilité, si je retourne sur Sneak, eh bien, je peux faire exactement la même chose. Je peux scanner mon projet, identifier quelles sont les vulnérabilités qui existent et quelles sont les actions correctives que je peux apporter. Donc, ce projet, voilà, je l'ai ici. Voilà, mon package JSON. Et ici, Sneak va pouvoir me dire, attention, il y a des vulnérabilités. Donc, voilà, ST, c'est la première qu'on a utilisée, donc elle est ici. Si je cherche Marked, bien voilà, je vais la trouver. Voilà, il y a tout un paquet de vulnérabilités qui existent. Certaines ont un proof of concept, donc le risque automatiquement devient plus élevé. Et c'est un petit peu ça le risque des dépendances open source. Et pour quelque part aller vers une conclusion avec les quelques minutes qui nous restent, c'est un peu ça l'idée derrière la session, c'est-à-dire utiliser du code open source. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite, mais je dois aussi faire attention à quelle version de cette open source j'utilise. C'est pas parce que c'est disponible pour tout le monde en consultation et en usage, bien qu'il y ait des obligations et des licences. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut éventuellement euh, souligner. C'est certaines. Ah oui, j'ai un filtre ici. C'est certains risques de licence. Donc, open source, c'est libre d'utilisation, mais pas libre d'obligation. Mais c'est de se dire, OK, ces dépendances, tout le monde les regarde, ça veut dire que les vulnérabilités sont aussi trouvées, pas forcément communiquées. Et donc, c'est important d'avoir des outils qui nous permettent, quelque part, d'avoir une confiance dans ces dépendances sans devoir automatiquement sacrifier le gain le gain de développement et les avantages de l'open source. Donc ça, c'est vraiment le genre de problème auquel nous, on répond à Sneak. Mais voilà, le but de la session, c'était peut-être plus pour moi de vous montrer que certaines vulnérabilités sont extrêmement faciles à exploiter. Je suis pas un hacker pendant le week-end. Je suis pas un expert, mais comme on l'a vu, une fois qu'on a un header, une fois qu'on sait quoi utiliser, ça devient extrêmement facile
d'exploiter des vulnérabilités. Donc ça, c'est un risque qui existe et qui est réel, et donc il faut y faire face. J'avais quelques slides en plus si jamais j'avais le temps, mais voilà, je vais peut-être en parler rapidement, mais on va pas y passer une éternité. La première chose à prendre en compte, et c'est là où ça devient intéressant, puisque j'espère que maintenant, voilà, je suis un petit peu sensibilisé au risque des dépendances open source. Il y a le même genre de risque dans les containers, dans le code que vous écrivez. Ça, c'est pas vraiment la question. Mais maintenant, on se pose peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut de la sécurité. Très bien. Cette sécurité, c'est pas juste une question de l'avoir plus tôt. J'ai expliqué en ouverture de ma présentation que la responsabilité maintenant revient avec le développeur, puisque c'est lui qui va, enfin c'est lui ou elle, mais c'est le développeur qui va introduire ces vulnérabilités. Il est donc essentiel d'avoir une solution qui répond, ou du moins qui permette aux développeurs de faire une action corrective. Ça veut pas dire avoir ma sécurité plus tôt. C'est pas parce que je vais avoir ma sécurité dans mon pipeline, avoir un rapport généré qui va ensuite être revu par l'équipe sécurité, qui prend une semaine, faire un filtrage de l'information, renvoyer ça à l'équipe développement 2 semaines plus tard, alors qu'eux, ils sont déjà passés sur un autre sprint, nouvelle fonctionnalité, nouvel endroit du code, potentiellement même un service différent. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un outil qui peut être utilisé par un développeur directement en local dans sa machine, qui puisse être utilisé voilà, peut être utilisé en local sur sa machine, qui puisse être intégré avec leur repository, ce qui est un petit peu les intégrations que j'ai montrées aujourd'hui assez rapidement, qui puisse être intégré dans son pipeline. Et là, on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. Par exemple, est-ce que j'ai des vulnérabilités en local? Non. OK. Est-ce que j'ai le même test dans mon CI/CD? Oui. Parfait. Ça veut dire que si ça marche sur ma machine, ça marche dans le pipeline. Exactement. Et dans l'autre sens. Si mon pipeline ne marche pas, il y a de grandes chances que ça ne marchait pas sur ma machine. Et là, on se rend tout de suite compte qu'il y a des conversations du genre, je comprends pas pourquoi ça marche pas sur staging, ça tourne sur ma machine. Ça devient plus compliqué. Et donc là, il y a vraiment un effort, en tout cas, d'un part à Snyk, de faire un rapprochement entre sécurité et développement pour pouvoir donner des outils qui permettent de garantir la sécurité d'un côté, mais qui permettent aussi une prise de responsabilité ou du moins un passage à l'action de la partie développement. Donc voilà, donc ça, on a une plateforme, etc., etc. Mais peut-être juste une chose qui pourrait être intéressante à montrer, c'est que imaginons que je ne sois pas forcément le hacker, mais que je sois plutôt le développeur. Donc ici, par exemple, si je vais voilà, dans mon projet ici, le dernier to-do avec la directory traversale, si je suis un développeur, si je me demande, tiens, est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui pourraient être exploitées facilement? Eh bien, très rapidement, je vais faire un sneak test en local sur ma machine. Ok, on va pas se battre. Voilà, je suis pas dans le bon dossier, effectivement. J'ai jamais fait l'erreur que 2 fois aujourd'hui. Je vais pouvoir faire un test directement. Alors, voilà. Ah oui, je suis pas dans le bon dossier. Oui, pas du tout dans le bon dossier. Alors, voilà. Ici, ça va marcher beaucoup mieux. Ici, je vais pouvoir venir faire un test. C'est ce qui m'arrive quand j'essaie d'accélérer les choses. Voilà, on va utiliser quelque chose qui fonctionne. Cette fois-ci, c'est garanti. C'est la même application, juste un dessus différent, mais ça, c'est pas tellement le point. Voilà, je fais un test en local, j'ai le feedback directement. Et ici, je vais pouvoir, en tant que développeur, avoir un feedback immédiat qui va me dire, attention, il y a des vulnérabilités dans ton projet. On parlait d'ST, on parlait de Marked. Voilà, je vais pouvoir les retrouver ici quelque part dans la liste. Alors voilà, le Marked est ici. Voilà, je vais avoir une action de remédiation qui va m'être proposée en disant, voilà, voici une suggestion. Ça permet d'enlever toutes ces vulnérabilités dans ton projet, donc elles vont pas être exploitables par un attaquant, puisqu'on va pouvoir les adresser en amont directement. Et donc ici, je vais pouvoir adresser ces vulnérabilités de manière directe, faire en sorte que ça ne soit pas dans mon projet, donc du coup que ça n'arrive pas dans mon pipeline, ça ne casse pas mon pipeline, ça ne déclenche pas une alerte sécurité, ça ne génère pas un rapport,
ce rapport ne revient pas sur mon bureau et on me demande pas de changer un code que j'ai écrit il y a 3 semaines ou bien même il y a 3 jours si on a Snyk dans le CI/CD, hein, ou le matin même, bref, puisque je vais pouvoir directement faire ici une action de remédiation. Donc ça permet vraiment de donner quelque part la main au développeur et voilà, bon, on fait les licences, on fait d'autres choses. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée de la session d'aujourd'hui. L'accent n'était pas tellement de parler de Snyk, je pense que je me suis un petit peu emporté. Mais voilà, l'idée c'est que nos applications ont des vulnérabilités. Ces vulnérabilités sont parfois plus facilement exploitables que ce à quoi on aurait pu s'y attendre. Et donc, là, on va pouvoir y aller. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Donc, on est à la limite temporelle, mais moi, je peux dépasser un petit peu. Donc, on va un petit peu regarder. Oui, je pense que c'est enregistré. Donc, je vais demander en interne si c'est enregistré. Sinon, on a la même présentation qui est en anglais qui est disponible, ou on peut organiser la même session directement avec votre direction, Christophe, et on peut se faire en sorte que voilà, on peut faire ça de manière interactive. Donc ça, c'est pas un problème. Il faut juste nous envoyer un petit email et on va pouvoir organiser ça. Alors, Snyk, ça propose quoi à part une base en ligne? Eh bien, ça propose un paquet de choses. Puisque la base de données, en quelque sorte, c'est simplement ce layer de sécurité. Snyk fait beaucoup plus que simplement les dépendances open source, qui est donc le software composition, ce qui est ce que j'ai illustré aujourd'hui à travers les hacks. On va faire une analyse de votre code direct, s'assurer que voilà un développeur ne va pas faire une SQL injection ou d'autres vulnérabilités de ce genre-là. Regardez ce qui se passe au niveau de vos containers et de votre infrastructure as code. On va faire ces scans en local, au repo, dans le pipe de déploiement, donc que ce soit votre Jenkins, Azure Pipeline, etc. Et on va s'assurer que l'expérience complète s'adresse à un développeur pour faire en sorte que ben voilà, il y a peu de faux positifs, il y a un usage de la part du développeur, il y a une adoption. Hein, il n'y a rien de pire que d'acheter un software pour qu'il prenne la poussière sur une étagère parce que personne s'en sert ou encore pire, qu'on fasse tout ce qu'on peut pour éviter d'utiliser le logiciel puisque il y a, enfin c'est une galère et on comprend pas les résultats, on perd notre temps. Voilà, donc ça c'est vraiment l'accent qu'on a mis et donc au-delà d'une base de données en ligne, c'est vraiment une plateforme pour trouver les vulnérabilités et les adresser en amont dès que possible. Est-ce que le CLI est facilement intégrable sur un hook de pré-commit par exemple? Eh bien oui, absolument, pas de problème. Je vous montre ici un exit code, clac, j'ai un exit code 1 à chaque fois que j'ai une vulnérabilité. Si je regarde les autres options que j'ai de disponibles, je vais avoir 0 quand c'est un succès. Donc ça va être ce petit un green tick de mon côté. Voilà. J'ai 1, on a trouvé les vulnérabilités. Typiquement, c'est comme ça qu'on va casser un build dans le CI/CD. Donc en pré-commit, on peut absolument l'intégrer, c'est pas un problème. Et ensuite, on a d'autres codes pour dire il y a eu une erreur, mais c'est pas forcément qu'il y avait une vulnérabilité. Ce qui permet de pas forcément casser un build ou de générer une escalation différente de votre côté. Donc ça, c'est pas du tout un problème en ce qui nous concerne. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions que j'ai vues dans le chat. Quelques questions qu'on pourrait se poser par rapport à Snyk. Est-ce qu'il y a une API? Oui. Est-ce qu'on a du SSO? Oui. Est-ce qu'on a Enterprise? Oui. Est-ce qu'on est sympa? Bien sûr. Est-ce que on peut faire un essai? Oui. Est-ce que il faut absolument payer? Non. Alors, Snyk n'est pas gratuit, du moins pas l'entièreté de la plateforme, mais on a un plan en gratuit. Donc là, par exemple, Christophe, pour votre direction, en attendant d'avoir une présentation, on peut très bien commencer sur le format gratuit. L'ensemble de ce que j'ai montré aujourd'hui, la détection que j'ai montrée est disponible dans la version gratuite. Et là, on va pouvoir commencer à faire des premiers tests, avoir certains résultats et avoir un début d'usage. Donc ça, c'est disponible aussi. Donc voilà. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Si on a d'autres questions, faut pas hésiter à nous contacter. Ce qui est intéressant, aux dernières nouvelles de notre côté, on a été nommé dans le Magic Quadrant par Gartner. Donc pour la partie application security,
on a été listé là comme étant un bon vendeur. D'ailleurs, j'ai la petite pop-up ici qui me rappelle d'en parler. Donc voilà, ça c'est ici, c'est disponible. Euh, c'était ma session pour aujourd'hui. Merci de vous être connecté. Désolé pour le petit déplacement, mais voilà, je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a plu et, euh, et je vous dis à bientôt. Parfait.